sommes très heureux d'être réunis autour de toi, notre président de l'Internationale socialiste, je salue bien sûr les éminentes personnalités, M. le Président Kalabani, les chefs de gouvernement qui sont présents, les chefs des majorités, les chefs des oppositions dans tous les pays du monde entier. Et si nous sommes rassemblés dans cette diversité, nous partageons tous à l'Internationale socialiste les mêmes valeurs. Et c'est ça qui nous mobilise aujourd'hui dans ce monde en mutation, dans ce monde violent, dans ce monde très déséquilibré et dans lequel les peuples attendent beaucoup de nous, compte tenu de notre idéal commun, à savoir qu'il n'y a pas de progrès humain sans justice. Et c'est ce qui nous rassemble une fois de plus aujourd'hui. Permettez-moi de féliciter bien sûr Georges pour sa belle victoire lors des élections grecques. Nous savons, Georges, le combat que tu mènes avec courage, avec constance pour redresser ton pays. Et dans des circonstances qui ne sont pas faciles, tu as posé à tes compatriotes la question de confiance. Ils t'ont répondu, cher Georges, que c'était avec toi qu'ils voulaient continuer le chemin. Et permettez-moi de faire une transition entre les valeurs que tu as incarnées lors de ces élections grecques et ce que nous pouvons attendre du G20. On m'a demandé de prendre la parole sur le G20 et je serai très bref pour permettre à tout le monde de parler. Les valeurs qui ont émergé dans cette campagne que tu as portées, Georges, c'est la vérité, c'est le courage et c'est la volonté de justice. Voilà ce qui vient d'être reconnu et je pense que ce sont les trois valeurs que nous devons demander à tous les chefs d'État et de gouvernement du G20 de défendre. Il y a 3 jours se réunissait à Séoul, en effet, le 5e sommet du G20. Il a fallu la violence de la crise financière pour que renaisse le G20 sous une forme mieux adaptée au temps présent. On a enfin compris, en quelque sorte, que le monde d'aujourd'hui ne pouvait plus être gouverné comme avant, que les cartes de la puissance économique et politique avaient été largement redistribuées et que, pour le dire vite, le Nord sans le Sud, ça ne marchait pas. Aucun pays de nos jours ne pouvait se prétendre être au centre d'un univers multipolaire. Autrement dit, la tempête financière a accéléré les choses et cela est au moins désormais acquis. Alors je voudrais aborder 2 sujets qui ont été évoqués et débattus à Séoul. Le premier concerne le système financier et l'ambition régulatrice qui s'était en 2008 exprimée avec force. Le sommet de Séoul a entériné les propositions du comité dit de Bâle III concernant les règles prudentielles qui vont s'imposer aux banques. Et le second sujet, c'est cette guerre des monnaies que se livrent en ce moment l'Amérique et la Chine. Elle était à Séoul, cette guerre des monnaies, au centre de toutes les préoccupations, car ses retombées n'épargnent aucun de nos pays et aucun de nos peuples. Alors que peut-on dire sur le premier point, la régulation du système financier? Vous vous souvenez sans doute que les 2 premiers G20 de crise, celui de Washington et celui de Londres, il fallait à ce moment-là, parler au plus pressé, renflouer d'urgence les banques qui avaient joué avec le feu, mettre en place des plans de relance pour atténuer l'impact économique et social de l'implosion financière, bâtir des régulations capables d'encadrer cette finance devenue folle et surtout de prévenir la répétition des mêmes erreurs. On nous disait alors qu'il fallait en finir avec les bonus extravagants, en finir avec les paradis fiscaux. L'heure était à la moralisation du capitalisme financier et à la réaffirmation de la puissance publique. Alors qu'en est-il 2 ans plus tard, pour rentrer dans le vif du sujet? L'heure est désormais au plan de rigueur, plus au détriment de la croissance. Or, ce qui importe, comme vient de le démontrer l'exemple grec, ce qui importe, c'est le contenu même des sacrifices. Il ne s'agit pas de faire la rigueur pour la rigueur, c'est de savoir quelle rigueur, quel sacrifice et surtout comment ces sacrifices sont répartis, avec quelle justice et avec quel maintien de la cohésion sociale. Or, on assiste aujourd'hui à une austérité très inégalement répartie. On assiste à un retour du moins d'État, dont on a vu pourtant les dégâts. On assiste à une chasse au déficit public nécessaire, mais souvent aveugle, car elle oublie que l'impact de la crise est dû aussi à l'atonie de la croissance.
Or, on a vu que d'autres solutions existaient, comme l'ont démontré d'ailleurs le Brésil de Lula, à savoir qu'il était possible de lutter contre les déficits tout en distribuant du pouvoir d'achat aux plus défavorisés, tout en réaffirmant en second lieu l'importance du rôle de l'État et tout en exigeant la démocratie pour faire en sorte que les décisions prises associent les citoyens les plus concernés. Dans le même temps, les revenus financiers en effet ont augmenté de façon insolente. Et donc on peut dire que loin d'avoir tiré d'utiles leçons de la faillite de ce modèle en 2008, une droite dogmatique et revancharde se sert aujourd'hui des conséquences de la crise sur la dette pour radicaliser dans de nombreux pays les politiques néolibérales et pour être assujettis au chantage des marchés financiers sans rien réformer de ce qui permettrait une plus juste répartition des richesses. Force est de constater également, c'est la seconde leçon, que les institutions financières à l'origine de la crise ont été vite requinquées grâce aux injections massives d'argent public et ont fait sans grand changement retour à leur mœurs d'antan, à toutes les dérives qui ont précipité la crise de l'économie réelle, puisque les bonus ont à nouveau explosé, puisqu'il reste de nombreux territoires fiscalement paradisiaques qui accueillent toujours autant d'institutions financières ayant pignon sur rue, de fonds de pension et de champions en tout genre de ce qu'on appelle pudiquement l'optimisation fiscale. Quant aux mastodontes, ils disaient trop gros pour échouer, ces établissements que l'on appelle systémiques, parce que leur chute, du fait de leur taille, pourrait à nouveau provoquer une crise globale, ils n'ont toujours pas fait l'objet, comme on l'a vu à Séoul, de dispositions prudentielles adaptées à leur spécificité. Il se pourrait même qu'un des effets paradoxaux de la crise financière, par la restructuration, les rachats et les concentrations, aident à la constitution de groupes plus gigantesques encore. Et cela serait extrêmement dangereux. Bref, il faut regarder les choses en face, sans nier quelques progrès, ni sous-estimer les nouveaux outils à la disposition des autorités régulatrices, l'occasion historique d'accomplir une réforme en profondeur n'a pas encore été saisie, et c'est cela que le G20 doit prendre à bras le corps, et c'est cela qui doit figurer à notre communiqué commun pour peser sur les travaux futurs du G20. Ce sera un combat au long cours que d'instaurer les règles et de construire les rapports de force qui réussiront à soumettre la finance du XXIe siècle à ce qui doit lui être supérieur. Et Georges l'a excellemment dit tout à l'heure, qu'est-ce qui doit être supérieur à la finance? C'est l'intérêt général, c'est le bien de la société et c'est le pouvoir démocratique. Un mot maintenant sur la guerre des monnaies et sur la guerre des changes, qui a mis aux prises à Séoul les présidents américains et chinois, mais aussi les autres membres du G20, car dans les pays respectifs, les décisions monétaires prises à Washington ou à Pékin ont des répercussions directes dans chacun de nos pays, sur chacune de nos entreprises et sur chacun de nos citoyens. On pourrait y voir que le énième épisode de ce bras de fer engagé pour que la Chine accepte d'apprécier sa monnaie, dont la sous-évaluation assure à ses exportations un surcroît de compétitivité, au prix, disent les Américains, d'une concurrence déloyale. On pourrait se dire aussi que cet équilibre asymétrique et précaire entre la Chine, désormais premier exportateur mondial, et les États-Unis qui viennent de déclarer 44 milliards de déficit commercial peut bien durer encore, puisque l'hyper-épargne de l'un finance l'hyper-consommation de l'autre. Ce n'est pas comme cela que les socialistes doivent voir les choses. Au G20 du Séoul d'ailleurs, cette guerre des monnaies a fait l'objet de très vives critiques, en particulier de la part des pays émergents et des pays africains, Brésil en tête. Pour les pays émergents, Dilma Rousseff a en effet parlé de protectionnisme camouflé. D'autres ont parlé de fonctionnement égoïste, de la planche à billets, de dévaluation honteuse, de risques inflationnistes, d'indifférence américaine aux dommages collatéraux. Le Premier ministre japonais a évoqué le spectre de ces dévaluations en chaîne qui, dans les années 30, conduisirent à la Grande Dépression. Pour évoquer l'ambiance, un diplomate coréen a confié que quand les participants au sommet
ont évoqué la question des monnaies, l'atmosphère était à ce point tendue et étouffante qu'il a fallu ouvrir la porte pour respirer un peu. Dans la situation économique, sociale et politique qui est celle de Barack Obama, avec un chômage massif et guère de marge de manœuvre après les élections de mi-mandat pour stimuler l'économie, s'explique selon lui le recours à l'arme monétaire. Bien sûr, cela entraîne pour les autres monnaies un renchérissement subi. Il y a surtout pour les pays émergents en forte croissance un afflux dangereux de capitaux spéculatifs contre lesquels le Brésil a très vite relevé sa taxe à l'entrée. La décision unilatérale des États-Unis a été mal prise, c'est parfaitement compréhensible. La méthode a été perçue comme brutale, c'est sûr. Elle transgresse l'orthodoxie dont Mme Merkel est la gardienne pointilleuse. Elle met surtout en danger les pays les plus pauvres, ceux qui cherchent à se développer, et en particulier l'Afrique. En face, la Chine d'aujourd'hui n'est plus celle qui ne comptait que sur ses exportations pour tirer la croissance. Ses productions montent en gamme. Ses chercheurs et ses ingénieurs sont légion. Elle est de plus en plus présente dans les technologies les plus pointues. Elle investit dans le monde entier. Le président chinois s'est dit parfaitement conscient de la transition dans laquelle est engagé son pays, mais, a-t-il déclaré, il veut en dicter les modalités et les rythmes. Il a dit être confronté à un fort chômage, lui aussi. Et l'économie chinoise doit absorber chaque année 22 millions de personnes de plus qui arrivent sur le marché du travail. Il ne veut pas de difficultés sociales qui risquent de fragiliser le pouvoir. Il sait qu'un jour ou l'autre, il faudra évaluer le yuan. Donc, le monde bouge. Nous dépendons les uns des autres dans cette mondialisation de l'économie alors que les décisions restent nationales. Et l'on observe que d'un côté, la crise financière fait imploser le modèle de consommation américain, que d'un autre, le modèle chinois a amorcé sa mutation, et donc que les bases sur lesquelles fut jadis consacrée l'hégémonie du dollar ont changé. Or, toute monnaie est aussi l'expression d'un rapport de force. Peut-être le cycle ouvert après l'explosion du système de Bretton Woods en 1971 est-il lui aussi arrivé à son terme. Ce fut à l'époque le triomphe des thèses des monétaristes de l'école de Chicago contre celle des Keynes. Mais les socialistes le disent, ce n'est pas du côté des défenseurs de la dérégulation que le monde d'aujourd'hui trouvera son équilibre et l'ordre monétaire juste qui lui a fait défaut. Nos propositions à nous socialistes consistent à dire, comme l'a dit Martine Aubry tout à l'heure, que la querelle monétaire qui oppose aujourd'hui les Américains et les Chinois ne trouvera de solution durable que dans un cadre plus vaste où pourrait être examinée sans tabou la question plusieurs fois posée par des responsables chinois mais aussi par d'autres d'une alternative au dollar comme monnaie de réserve, un panier de monnaies, telle a été la proposition des socialistes, incluant la monnaie chinoise, qui supposerait qu'il soit convertible, ce qui entraînerait sa réévaluation. Ce n'est pas une perspective à court terme, mais cela peut être rapidement un débouché collectif. Le débat est sur la table et nous devons peser pour l'accélérer. Pour conclure, je voudrais dire que cette réunion à Paris de l'Internationale socialiste intervient dans un contexte extrêmement important où notre voix sera écoutée. Ce que nous dirons à l'issue de nos travaux est crucial pour orienter les décisions du G20. Nous devons, sur cette question de la guerre des monnaies entre les États-Unis et la Chine, peser pour qu'il y ait un dialogue multilatéral. Sinon, la discussion restera bloquée. Et nous n'avons pas à accepter, au nom des autres pays du monde, que ce conflit mette en danger le reste de nos économies et de nos avenirs. Vous connaissez en particulier mon attachement profond au dialogue entre l'Europe et l'Afrique, et je pense que sur cette question-là, l'Europe et l'Afrique doivent parler d'une même voix. Il ne serait bon, en effet, pour personne que le chacun pour soi l'emporte dans un monde où l'interdépendance est désormais la règle. Il faut donc, comme l'a dit Georges Papandréou, que la lutte pour une plus juste répartition des richesses, notamment par la taxation des transactions financières, toujours énoncée mais jamais réalisée, pour la lutte acharnée contre la pauvreté,
pour la protection de l'environnement et pour que Cancun, contrairement à Copenhague, soit une réussite, tout cela doit plus que jamais représenter notre feuille de route. Je le redis une nouvelle fois, notre communiqué commun doit peser concrètement sur la réforme et sur les orientations du G20, sur les réformes de la gouvernance mondiale. Ce sont les décisions qui doivent sortir des travaux du G20, qui doivent porter la marque de nos valeurs et de nos préoccupations, car les peuples et les citoyens desquels nous parlons comptent sur nous et je sais que nous ne les décevrons pas. Merci de votre attention.